Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est une journée spéciale aujourd'hui pour un des nôtres, Nicolas. C'est ta fête. On me le dit. Bonne fête! On te voit à la caméra. Alors, un gros bonne fête à toi. On te souhaite une super belle journée. Merci pour ce que tu fais pour nous. Hein? Qui d'autre fait des belles choses pour nous? Eh bien, Jean-Paul Moreau, comme toujours, à l'appareil. Bonjour, Jean-Paul. Allô, allô, Catherine. Allô, ça va bien? Absolument, tout à fait. Et comme toujours, on se parle de Encore jeune. Et peut-être qu'on peut rappeler aux gens là, comment on a changé là, les dates des premières diffusions. Absolument. Okay. On commence officiellement le 28 pour la nouvelle saison. Et ce qu'il y a vraiment de grands changements, c'est qu'on est diffusé maintenant le dimanche soir à 19h. Et avant, on était le jeudi à 20h. Oui. Mais la première, maintenant, c'est le dimanche soir à 19h. Ça, c'est très important. Il va y avoir toujours le même nombre de rediffusions, bien sûr, donc jusqu'au samedi suivant. C'est la coutume, bien sûr, mais l'important, c'est à 19h le dimanche soir. Ça va nous donner, nous autres, à l'équipe de Encore jeune, la possibilité de donner... et de produire des reportages de dernière minute si l'actualité nous le propose, bien sûr. Ça, c'est un avantage, bien sûr, aussi. Et aussi d'être, comment je dirais, le dimanche soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais habituellement, le dimanche soir, moi, j'écoute la radio ou j'écoute la TV. Oui. Alors, donc, on est en plein dans le mille, dans les bonnes heures d'écoute aussi. Alors, donc, c'est un changement que l'on accueille avec plaisir et avec bonheur. Félicitations. Moi, je pense que ça va être une très, très bonne chose. Puis, je pense qu'on a tous hâte au 28 à voir la toute première diffusion de la nouvelle saison de Encore jeune. Est-ce qu'on en parle? À quoi on peut s'attendre? À quoi on peut s'attendre? Eh bien, on est allé en grande. Je pense que c'est une belle chose. On est allé au musée de la nature. On est allé voir l'exposition sur les papillons. Et il y a des choses extraordinaires qu'on connaît peut-être, qu'on ne connaît pas, peut-être également, sur les papillons. Je te donne un exemple. Combien de temps vit un papillon lorsqu'il sort de sa chrysalide? Oups! Ben, je pense que c'est pas très long. Non, tu as tout à fait raison. Effectivement, ça peut varier de quelques jours à un mois à peu près ou quelque chose du genre. Savais-tu, bien sûr, qu'au musée de la nature, et j'ai l'impression que c'est un grand questionnaire, hein, c'est juste pour titiller les gens, bien sûr, les papillons vivants et les autres insectes, où sont-ils conservés au musée de la nature? Il doit y avoir un endroit spécial. Je sais qu'ils ont des spécialistes qui s'en occupent parfaitement. Tout à fait, oui. Absolument. Et ils ont une grande serre à l'arrière du bâtiment où l'atmosphère et l'humidité, etc., est contrôlée et où permettent justement à ces bibites, comme on les appelle communément, de vivre dans notre climat. Enfin, beaucoup d'aspects de ce genre-là que l'on couvre dans ce reportage sur les papillons, l'exposition des papillons au musée canadien de la nature. Tu peux rentrer dans la salle où les papillons volent autour de toi? Absolument, tout à fait. Ça, c'est. Imagine-toi, tu es dans un monde où le papillon vient se poser sur tes lunettes ou sur le bout de ton nez. C'est assez extraordinaire d'avoir ça aussi proche. Autre reportage qu'on en est allé couvrir aussi. Tout le monde l'a couvert, mais on se devait de le faire parce que c'est le 40e anniversaire d'édition, la 40e édition, de Balle de neige. Et on a décidé, bien sûr, nous autres aussi, de faire partie de la chose. Et donc, au Musée des sciences et de la technologie, on était là pour aller recueillir les propos de la programmation qui s'en vient très, 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 très bientôt. Et André-Philippe Gagnon, bien sûr, c'est la tête d'affiche. Moi, j'ai hâte de voir les concerts sous zéro. Et également, il y a la Gatineau Lopette qui est là, comme d'habitude. Enfin, beaucoup d'activités pour ce 40e anniversaire. Alors, on vous donne une bonne idée de ce qui nous attend là-bas. Et enfin... Oui, continue, vas-y. Une nouvelle exposition à la Galerie Montcalm. C'est vraiment extraordinaire. Ça s'intitule « Et si la machine te ressemblait ». C'est Mustapha Chadid, un artiste de métal dans la région, qui a proposé cette exposition-là en ouverture de la nouvelle saison de la Galerie Montcalm. C'est vraiment très, très beau. Ça a lieu jusqu'au 4 mars, donc jusqu'à la fin du Salon du Livre. Et ce dont il est question, c'est justement de l'intelligence artificielle et de la machine
machine en corrélation avec l'être humain. Je synthétise très, très grossièrement, mais j'invite les gens à jeter un coup d'œil sur ce reportage-là. Vraiment fort intéressant que cette exposition de Moustapha Chadid, je le répète, et si la machine te ressemblait. Alors, ça me semble une heure bien chargée, bien informative, avec des belles images. Absolument, tout à fait. Une demi-heure vraiment qu'on ne veut absolument pas manquer. Tiens, voilà. Extraordinaire. Bien, écoute, bonne chance, ça s'en vient. Le 28, c'est très bientôt, c'est dimanche qui arrive. Alors, voilà. On verra la première diffusion. Puis si on le manque, on a toute la semaine pour la revoir. Tout à fait, absolument. Et donc, vérifier sur le site de Rogers pour revoir. C'est quand les rediffusions, tout est établi déjà de façon très claire sur le site Internet, bien sûr. C'est beau. On se parle la semaine prochaine. Mais absolument. OK, merci Jean-Paul. OK, bye. OK, alors aujourd'hui, nous allons parler avec Chiara-Lynne Neilly. Elle est marionnettiste. Attendez de voir ça, on va lui s'informer un petit peu de son histoire. Roxane Bélanger, orthophoniste avec Premier Mot, elle est ici, puis on va parler comment on peut aider les enfants qui apprennent 2 langues en même temps, le bilinguisme en grandissant. Et puis, Marc Henquin et Véronique Sylvain, des éditions David sont ici et ils vont dévoiler les nouvelles parutions, des romans, de la poésie, un peu de tout. Alors, restez avec moi, tout ça se passe aujourd'hui ici, à Entre nous, sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, nous vous présentons Sœur Marthe Jutras, qui portait le nom de Sœur Suzanne de l'Enfant Jésus, et Sœur Fabiola Serré, qui était Sœur Louise de la Sagesse. Données sans compter, vendredi 15h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est la première fois que j'en rencontre une et surtout que je puisse discuter avec elle. C'est une marionnettiste. Chiara-Lynne Neilly, bonjour. Bonjour. Je trouve que ce que tu fais, ton art, est tellement plaisant. Ça amène toujours du bonheur dans les vies de tout le monde. On ne peut pas voir un spectacle avec des marionnettes et ne pas se sentir bien. J'assume que tous les spectacles ont peut-être des thèmes différents, mais il y a toujours une joie qui s'en vient, je trouve, avec les marionnettes. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu t'es lancée dans ça? À quel moment tu as su que ça te tentait de travailler avec les marionnettes? En fait, moi, je suis une comédienne, puis c'est la première fois que je travaille avec des marionnettes. J'ai toujours eu une passion pour voir ce type d'art, mais c'est vraiment la première fois que je me lance là-dedans. Okay. Donc, ça a commencé l'année dernière. Il y a eu des Créations in Vivo a lancé des auditions pour sa nouvelle production qui est Charlie dans le désert. Puis j'ai passé les auditions, puis j'ai appris que c'était du théâtre de marionnettes, ce que je n'avais jamais fait. Mais je me suis dit, bon, je vais me lancer quand même. Oui. C'est une occasion d'apprendre un nouvel art. Puis, finalement, je l'ai eu. Donc, depuis ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec Gabrielle Lalonde, la metteur en scène, pour vraiment m'adapter à ce type d'art, pour vraiment trouver un peu ma voix là-dedans. Donc, alors, quand on parle dans le cadre de ce spectacle, parce que je pense qu'on peut voir, on peut s'imaginer, il y a toujours différentes sortes de marionnettes. Tu sais, il y en a que c'est plus comme avec des fils, je sais pas si on peut appeler ça marionnette. Il y en a d'autres que c'est vraiment sur la main et on voit l'acteur et la marionnette. Puis il y en a d'autres qui sont plus ou moins cachés. Oui.
quel rôle tu joues, toi, avec ta marionnette? Donc, nous autres, nos marionnettes, c'est des marionnettes qui s'attachent à la taille. OK, Ce qui veut dire qu'on a le tronc de la marionnette, on a ses membres et on a sa tête. OK. Puis nos jambes, regarde, exactement, super. c'est ça. Nos jambes font les jambes de la marionnette. OK. Donc, on manipule la tête. Puis, il y a un de nos bras qui fait le bras de la marionnette. OK. Donc, c'est comme Ben oui, ça. regarde, on peut le voir. En fait, Oui. un de tes bras et la marionnette, puis tes jambes font partie. C'est ça, Moi, exactement. ce que je trouve, j'en ai vu un spectacle comme ça, c'était à New York même. Alors, Oui. et on voyait la marionnette et l'acteur. Il les tenait vraiment à côté. Oui. Je te jure, en moins de 10 minutes, j'ai oublié qu'il y avait un humain là. Parce que les marionnettes sont... Ils prennent de la place. Oui, vous c'est êtes ça, oui. tellement bon à leur donner vie. Tu sais, ils sont vivantes, ces marionnettes-là. Alors, c'est tout un art, parce que toi, tu as dû apprendre ça, c'est nouveau. Oui, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est tellement le fun, on se perd là-dedans, puis... tu sais, quand tu pratiques, ça vient rentrer dans le corps, puis Alors, on a beaucoup de plaisir en Est-ce répétition. que le rôle que tu joues, est-ce que la marionnette, elle était déjà créée ou est-ce qu'on l'a créée par rapport à toi après? Comment ça fonctionne? La marionnette était déjà créée. C'est sûr que quand je l'ai essayé, il a fallu faire plusieurs arrangements, plusieurs modifications pour qu'elle soit à ma taille. Mais oui, les prototypes étaient déjà faits avant même qu'on embarque en répétition. C'est un processus qui a commencé depuis très longtemps, en fait. J'en doute Oui. pas. Mais là, alors, comme un acteur, tu dois apprendre toutes les paroles de la marionnette et aussi ses mouvements parce qu'elle Oui. elle a une personnalité, alors tu dois bouger comme le veut sa personnalité, n'est-ce pas? Exactement, oui, c'est ça. Donc, oui, le texte, l'apprentissage du texte, comme d'habitude. Puis là, mais là, c'est sûr qu'il y a une étape de plus parce que c'est un objet qu'on manipule. Oui. C'est pas nous, acteurs, qui interprétons dans nos corps un personnage. C'est vraiment de passer toutes nous autres à travers Ton énergie l'objet. à C'est ça. travers ouais. Exactement. Toute l'énergie, toute l'émotion à travers cet objet-là. Wow. Donc, c'est une couche de plus. C'est incroyable. Alors, le spectacle s'appelle Charlie dans le désert. Oui, Est-ce qu'on peut en c'est parler ça. un tout petit peu? De Oui. quoi il s'agit comme spectacle? C'est l'histoire de deux enfants qui viennent d'une famille reconstituée. Donc, Charlie qui est canadien et Ina qui est malienne. Puis, il y a beaucoup de différences culturelles, bien sûr. Puis ça, c'est source de conflits entre les deux enfants. Donc, leurs parents les enferment dans leur chambre, puis ils leur disent « Si vous vous entendez pas, eh bien, on part pas en vacances. Oh! » Là, les enfants sont contraints, dans leur espèce de huis clos, d'essayer de s'entendre, dans le fond. OK. Puis, on passe à travers leur imaginaire, ils créent des jeux, ils viennent à se créer tout un univers imaginaire afin de... Donc, c'est vraiment par le jeu qu'ils viennent à s'entendre, puis qu'ils viennent à comprendre leurs différences culturelles, puis qu'ils viennent à se comprendre l'un l'autre, dans le fond, pour pouvoir trouver une certaine compassion envers l'autre. Envers l'autre. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un spectacle qui est vraiment visé pour le public en général ou plus pour les ados? Ou... C'est beaucoup plus pour les enfants. OK. Mais pour la famille, Oui. en fait. Oui, c'est ça. C'est plus pour les enfants, mais Il y a le les message adultes, aussi à c'est ça. l'intérieur là, que les Exactement. enfants pourront peut-être bien capter. Oui, c'est les ça. images sont tellement bien faites. Tu sais, on peut voir tout le visage. Regarde, là, on peut le voir en même temps. Je trouve ça magnifique. Alors, est-ce que c'est lourd? Quand c'est attaché contre toi avec la tête, est-ce que c'est lourd? tenir? Non, pas du tout. Avec le matériel dont les marionnettes ont été faites, c'est assez facile à manipuler quand même. C'est pas trop lourd. C'est vraiment du styrofoam qu'ils ont utilisé OK. pour faire les marionnettes. Elles ont tellement bien Donc, créé. c'est ça, exactement. Alors, c'est pas trop. Donc, c'est pas une grosse lourdeur. Non. Mais là, on veut dire à tout le monde à quel moment est le spectacle. là. C'est au Centre Shankman, Oui, ça va être... le 10 février. Est-ce que c'est Le ça? 10 Un seul février, jour? C'est ça. OK. Un seul jour. À 10 h du matin, il va y avoir une représentation en anglais. D'accord? Puis à 15 h, il va y avoir une représentation en français. Parfait. Puis durant les deux représentations, les enfants vont pouvoir venir sur la scène après oui. pour rencontrer les marionnettes, pour toucher, pour vraiment explorer, voir
le monde imaginaire, le monde magique dans lequel ces marionnettes-là vivent. En plus, on peut peut-être les inspirer. Peut-être qu'un jour aussi, voudront faire un peu ce que tu fais. Tu sais, quand on s'approche comme ça, ça a l'air moins impossible quand on peut s'approcher. Ensuite, vous allez en tournée. Ça, c'est excitant. Oui, c'est ça, dans les écoles, un peu partout en Ontario. Donc, on espère qu'en 2018-2019, il y aura un petit peu plus de dates. Oui. Parce que ça, c'est un tout nouveau spectacle qui vient tout juste d'être créé. Exactement, oui. Alors, on essaie de passer la parole, passer le mot. Le bouche à oreille pour pouvoir présenter un peu plus notre spectacle. Alors, il faut des billets pour se rendre. Alors, si on va au centre Shankman, le site web du centre Shankman, parce que c'est au centre... Est-ce qu'on l'a dit? Je pense que je l'ai dit déjà au centre Shankman, où il y a plein de stationnements gratuits. Oui. Le 10 février, alors, il reste encore là, une semaine et 2 semaines, disons, à peu près. 2 semaines environ. Oui, et puis là où il y a plein de stationnements gratuits, le centre Shankman, je pense qu'aussi, si on va à mifo.ca, on peut aussi acheter des billets. Souvent, ils sont rattachés ensemble. Oui, mais le spectacle s'appelle Charlie dans le désert. Écoute, je te souhaite bonne chance. Ça a l'air super excitant. En plus, dans 2 langues. Oui. Faut que tu sois bonne. Ça veut dire que 2 textes à apprendre, ça. Ah oui. Je suis prête. T'es prête? Super. Écoute, bon succès. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que la tournée va s'agrandir encore pour l'année prochaine. Super. J'espère, moi aussi. Bon, alors, la prochaine fois, ramène ta marionnette. Ah oui. Oh, ça va être cool, ça. OK? Yeah. Nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec Roxane Bélanger. Elle est orthophoniste avec Premier Mot. Et puis, on va parler d'une façon peut-être d'aider les jeunes qui apprennent 2 langues en même temps. Alors, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. Pour des chupons, c'est plus mignon. Elles sont loin de maigrelettes, ces vieilles greluches en mission. La haute couture est en vedette dans leur tiroir rempli de dettes. Et les corsets ont légion, taille de guêpe pour faux bourdons. Elles détestent les filles allumettes à la une des revues bonbons. Elles ont bien plus que des squelettes dans les placards de leur maison. Elles ont passé l'âge des diètes, elles ont tendance et coquettes. Il ne leur manque pas d'aplomb. La mode, c'est la révolution. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chroniqueuse régulière Roxane Bélanger, orthophoniste avec Premier Mot. Bonjour, c'est notre première visite cette année. Bonne année. Ça, merci. À toi aussi. Alors, quand on vient, on parle souvent... on parle des enfants presque en tout temps et de comment les aider. Et aujourd'hui, on va s'attarder au bilinguisme, ou peut-être même ceux qui en parlent 3 ou 4 langues. C'est ça, oui. Et comment on peut peut-être les aider. Oui, bien, à Premier Mot, nous, on travaille avec les enfants préscolaires, 0-5 ans. Alors, c'est un petit peu nos recherches puis notre travail se fait avec les familles d'enfants préscolaires. Et il y a un grand nombre de familles qui se posent des questions. Est-ce que je devrais exposer mon enfant à 2 langues? Et quand? Est-ce que je l'expose à partir de la naissance ou plus tard quand il va rentrer à l'école? Alors, nous, ce qu'on a fait, on a développé des ressources, mais on essaie de donner de l'information par rapport aux recherches récentes en pédiatrie sur le sujet. Est-ce que, si on revient, la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, disons, dès la naissance? Les recherches le prouvent que oui. Hein? Alors, à travers le monde, on voit des enfants, des bébés, qui ont la capacité d'apprendre plus d'une langue. Le cerveau, c'est un merveilleux ordinateur qui permet de classifier les différentes langues. Dès le début, là, à la naissance, l'enfant est capable d'entendre, de différencier tous les sons qui construisent toutes les langues du monde.
Alors, imagine, là, si on exposait l'enfant à plus d'une langue, l'enfant est capable de garder ces sons-là. Au cours de la première année, à mesure qu'il est exposé à une langue, 2 langues ou 3, il va juste retenir les sons qui composent ces langues-là. Alors, la théorie, et l'hypothèse, puis la théorie, est que plus on expose un enfant jeune, plus il va avoir de facilité à apprendre plus d'une langue. OK. Mais, oui, si on est dans un contexte où, à la maison, on parle peut-être une autre langue que l'anglais et le français, et que notre enfant va être exposé à l'anglais ou le français à l'école, c'est correct aussi. Les parents devraient comprendre que l'important, c'est de bâtir une langue ou 2, mais une bonne fondation, d'établir des bonnes bases en une langue, la langue maternelle, la langue parlée à la maison, par exemple. Oui. Moi, on est bilingue chez nous, puis je m'étais dit, OK, je suis pas craintive, mais tu sais, il faut reculer en arrière, là, j'étais très jeune, mais je me disais, OK, si je veux qu'ils soient des bons francophones, je pense qu'on va juste s'attarder au français parce que, bon, je veux qu'ils aient ça pour toujours, le français, parce que, bon, c'est important pour nous, on est des francophones. Oui. Mais là, je regarde comme ma sœur, qui a un mari australien. Alors lui, les seuls mots français qu'il connaît, c'est peut-être bière, puis... Bon. Alors, ils n'ont pas le choix. Elle est francophone, lui est australien. Alors, les 2 langues sont là en tout temps dans la maison. Puis les enfants sont parfaitement bilingues. Puis ma belle-sœur, que tu connais bien, c'est la même chose, français et anglais. Ce qu'ils m'ont dit, eux, c'est qu'ils ont décidé qu'un parlait une langue, puis l'autre devait parler l'autre, puis ils ont dit que c'était la meilleure des solutions. Est-ce que oui, c'est exactement. Vrai? Il y a différentes approches. Alors, dans un contexte de famille, à la maison, s'il y a 2 parents qui parlent chacun une langue différente, c'est la meilleure approche. Okay. Un parent utilise une langue avec l'enfant, l'autre parent utilise l'autre langue. Entre eux, les parents peuvent se parler l'une des 2 langues, mais avec l'enfant, ça va être constant. Okay. L'enfant va entendre l'espagnol avec maman et il va entendre l'anglais avec papa, par exemple. Puis quand les parents se parlent, ils se parlent en anglais. Cette constance-là, ça permet à l'enfant de bien comme catégoriser les mots. Oui. De bien établir que, ah oui, quand je parle avec maman, c'est cette langue-là, et quand je parle avec papa, c'est l'autre langue. Et ça se fait très tôt. À 18 mois, chez des enfants bilingues qui sont exposés à la maison, on voit qu'ils sont capables de catégoriser les langues. Moi, je vous avoue, là, mon neveu, ma sœur, elle a marié un homme italien qui parle... Les deux, ma sœur et son mari, parlent l'italien, le français et l'anglais. Ils ont fait ça avec Luca, leur garçon. Okay. Souvent, on est en groupe, là, puis mon neveu, qui a 12, 13 ans, il parle avec papa en italien, vite, là, il se vire à sa mère. OK, maman, je peux-tu avoir un autre morceau de gâteau? Puis là, il parle à son cousin, hey, you, OK. Les 3 langues, en 25 secondes, il vient de faire une phrase. Le clic dans sa tête, ce jeune garçon-là, c'est rapide. Oui. Ce qu'il me dit, c'est peut-être juste un, mais c'est possible. Ils ont la capacité. Wow. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que chez ces enfants-là, ils ne sont pas plus en retard que des enfants qui apprennent seulement une langue. Ça, c'est l'autre question. Les gens ont peut-être cette crainte-là. Oui. Alors, ce qu'on voit, c'est que les enfants apprennent au même rythme que les autres. Il se peut qu'ils soient un petit peu plus immatures par rapport à certaines structures grammaticales, par exemple. Ils ne peuvent pas toutes comprendre les règles grammaticales tout de suite parce qu'ils ont 2 langues à composer. Mais en termes de vocabulaire et d'utilisation de phrases par les âges importants, ils devraient observer les mêmes étapes de développement. OK. Souvent, nous, quand on les voit pour une évaluation ou en traitement, ce qu'on va regarder souvent, c'est la langue maternelle ou la langue dominante. Parce que ce qui arrive chez des enfants qui apprennent 2 langues, il peut y avoir une langue qui devienne de plus dominante. Est-ce qu'il devrait en avoir une dominante ou c'est pas nécessaire? Pas nécessaire, OK. Mais c'est vraiment en fonction de l'exposition. Alors, s'ils passent toute la journée avec maman et maman parle espagnol, puis papa revient à la maison le soir et là, on parle au souper le soir puis à l'heure du bain, en termes de temps ou de pourcentage, il y a comme un débalancement. Alors, on pourrait dire que sa langue dominante serait plutôt l'espagnol, puis sa deuxième langue, c'est l'anglais. Mais quand il va rentrer à l'école, il peut y avoir un débalancement dans l'autre sens, parce qu'il va entendre plus d'anglais. Alors, ce qui est important, nous, c'est qu'on va regarder ou on va demander aux parents, s'ils sont inquiets, qu'est-ce qu'il fait dans sa langue dominante? Okay. On va essayer d'établir s'il y en a une des 2. Si c'est vraiment égal, on va regarder les 2 langues. On va dépister puis on va évaluer dans les 2 langues. OK. À ce moment-là, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est à savoir, comme s'assurer qu'il n'y a pas un trop grand retard. Est-ce que c'est ça l'évaluation? On va regarder si dans sa langue dominante, il remplit toutes les étapes de développement, alors on n'est pas inquiet. Mais si on voit qu'il y a un retard dans les 2 langues et que ça ne suit pas les étapes attendues là, pour un enfant de 2 ans. Alors, à 2 ans, on devrait avoir 100, 150 mots dans son vocabulaire. On devrait être capable d'utiliser des phrases de 2 à 4 mots. Si l'enfant ne fait pas ça,
dans l'une ou l'autre des langues, on va savoir qu'il y a quelque chose au niveau du langage où il va avoir besoin d'un petit peu d'aide, d'un petit peu de soutien. Tu sais, regarder les choses différemment, là. OK. Puis là, à ce moment-là, quand on commence à penser à aller à l'école, si on choisit une école francophone, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de français durant la journée. Si on a choisi une école anglophone, ça veut dire où il y a des écoles d'immersion, où c'est un peu des deux, là, la décision devient complexe. Oui. Alors, souvent, il y a des parents, il y a le contexte de famille où les deux langues sont utilisées à la maison. Mais il y a d'autres familles où il va y avoir une langue utilisée à la maison et la deuxième langue va être présentée à l'école ou à la garderie. Okay. Et ce qu'on peut s'attendre, c'est que l'enfant, s'il a des bonnes bases dans dans sa langue maternelle, il va être capable de bâtir sa deuxième langue. Fait que ça, c'est bien établi, on en a parlé. Oui. Mais ça va prendre un petit peu plus de temps parce que à cause de l'âge, à cause de l'exposition. Alors, il y a des petits comportements qu'on peut observer chez les enfants qui apprennent une langue après l'âge de 3 ans. Okay. On peut voir qu'ils font un petit peu plus d'erreurs grammaticales dans la deuxième langue. Ils peuvent, par exemple, dans les premiers 6 à 7 mois, être plutôt silencieux à la garderie et à l'école parce qu'ils n'ont jamais entendu peut-être cette langue-là, le français ou l'anglais, utilisée à la maison. Ils veulent essayer de comprendre tout d'abord avant de s'exprimer. Avant de commencer à dire « Ah, ça, c'est un mot, puis c'est un mot important pour moi. Boire un lunch, aller aux toilettes, aller dehors, s'habiller, ça, c'est des mots importants. » Et ils vont commencer à utiliser ces mots-là. Puis après ça, l'apprentissage va se faire vraiment rapidement. Wow. OK, reste avec moi. On va aller prendre une toute petite pause, puis au retour, on va continuer notre conversation. Alors, Roxane Bélanger, orthophoniste avec Premier Mot, reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous. Nous revenons dans un petit moment. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parlait avant la pause avec Roxane Bélanger, orthophoniste avec Premier Mot, et on parlait de bilinguisme. Chez les jeunes, peut-être même 3-4 langues si on veut. Et si c'était néfaste ou si ça porte un ralentissement, si on veut, dans l'apprentissage, puis jusqu'à date, semblerait-il que non. Non. Alors, apprendre 2 langues en même temps ou une après l'autre, alors le bilinguisme séquentiel, ça ne cause pas de retard de langage. Et puis, ce qu'on sait, on a déjà établi que si on est dans un foyer où on a 2 langues, l'approche un parent une langue, c'est la meilleure approche. Mais il y a beaucoup de parents qui se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, quand mon enfant va rentrer à la garderie puis à l'école? Est-ce qu'on peut faire ça? Okay. Et ça, c'est la deuxième approche qu'on suggère aux parents et qui fonctionne pour l'apprentissage d'une deuxième langue. Alors, c'est toujours plus facile pour un enfant d'apprendre une langue à partir de la naissance ou avant l'âge de 3 ans. C'est souvent là, cette période-là, où c'est cette période-là qu'on va identifier comme étant la période où l'enfant a appris sa langue maternelle ou ses 2 langues maternelles. Puis la deuxième langue est souvent acquise après l'âge de 3 ans ou la langue utilisée à l'école. Alors, la deuxième approche, c'est vraiment dire
un environnement est associé à une langue. À la maison, on parle arabe. D'accord. À la garderie, c'est français. OK. Et là, l'enfant, encore là, parce que c'est constant, parce que c'est répété, parce qu'il y a des routines qui se déroulent dans chacun des environnements-là, peut développer les mots, les phrases, les consignes associées à cet environnement-là et va développer les deux langues, soit à partir de la naissance ou séquentiellement. Ouais. L'affaire, c'est qu'il faut que tu sois, dans l'environnement où il y a cette deuxième langue-là. Chez nous, l'anglais, ça s'est attrapé. Moi, je dis toujours ça aux gens. On l'a attrapé parce qu'en Ontario, on demeure à Orléans, c'est très francophone, mais l'anglais est partout. Dans la cour d'école, même si les profs disent non, on parle... Non, c'est dans la cour d'école, c'est les programmes à la télé, c'est dans la musique, c'est à la radio. Alors, pour moi, mes enfants, ils ont attrapé l'anglais par accident. Oui, par la force des choses, par la force des choses, par l'exposition. Alors, au début, ils étaient très fâchés contre moi parce qu'on dit pourquoi t'as pas fait comme tante Sophie? Regarde, les autres sont parfaitement bilingues. Nous autres, ça a juste commencé à 8-9 ans. Mais regarde, là, maintenant, ils sont ados puis ils sont capables. Oui. Alors, mais ce qui est plus difficile, un autre exemple, j'ai une copine qui, eux, ils ne parlent aucunement le français. Ils ont mis leur fille à l'école en français. Maintenant, c'est fini. Puis là, elle n'a aucune place à le pratiquer. Alors, elle commence déjà à le perdre. Fait qu'il y a un peu cette histoire-là où il faut qu'on puisse la pratiquer, cette deuxième langue ou troisième langue. Que ce soit une langue ou deux ou trois ou quatre, il faut vraiment, vraiment s'assurer d'avoir de la constance puis de la répétition. C'est comme apprendre le langage à la base. Chez un bébé, il faut répéter les mêmes mots, il faut donner des indices, on met des gestes, on l'utilise, on l'entend parler dans le quotidien. Et souvent, ce qu'on va dire, c'est que la langue maternelle ou les langues maternelles à laquelle on est exposé à partir de la naissance, c'est le langage de l'amour. C'est le langage qui nous vient plus facilement. Et la deuxième langue, c'est la langue apprise par la suite. Mais si on est exposé de façon fréquente, avec beaucoup de possibilités de l'utiliser, on va être capable de développer les deux. Oui, et puis de la garder avec nous, la maîtriser, puis la garder au fil des ans jusqu'à ce qu'on soit adulte et plus loin, si on a la chance de la pratiquer, surtout. Oui. Il y a un chercheur à McGill, à Montréal, Dr. Fred Genesee. Lui, il s'intéresse beaucoup au bilinguisme, puis à l'apprentissage d'une troisième ou d'une quatrième langue. Et ce que lui dit ou prône, c'est que pour entendre ou acquérir une troisième ou une quatrième langue, il faut vraiment être exposé à l'entendre ou à l'utiliser pendant 30 de notre journée. Alors, c'est quand même assez important là, pour pouvoir apprendre une troisième, une quatrième langue. Là. Ça demande... Il faut le vouloir. Oui, c'est ça. Puis ça demande un intérêt, premièrement, de l'enfant ou de la famille, mais aussi un effort pour exposer à travers le jeu, à travers la télévision, à travers les activités peut-être culturelles à laquelle on va participer dans notre communauté qui sont faites dans une autre langue que le français ou l'anglais, par exemple. Mon fils, il n'est pas très jeune, il n'est pas l'âge de... Mais à 18 ans, il a décidé qu'il voulait apprendre le mandarin. Ah, OK. J'ai dit, avec qui tu vas discuter? Mais c'est intriguant parce que, comme adulte, ou presque adulte, c'est la façon d'apprendre, la façon de prononcer et le pourquoi, parce qu'eux, là-bas, c'est le dernier nom qui est plus important que le premier. Alors, non seulement est-ce que c'est la langue qui l'intéresse, mais c'est le pourquoi. Alors, c'est intriguant d'apprendre des choses d'ailleurs, indépendamment de notre âge. Quand on est très jeune, on ne peut pas savoir que c'est bon pour nous, mais plus tard, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de bénéfices associés au bilinguisme ou l'apprentissage de plus d'une langue. Puis il y a des bénéfices même comme adulte. Alors, au niveau là, de l'enfance, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les enfants deviennent un petit peu plus cognitivement flexibles. Ils sont capables de s'apercevoir que le mot « chaise » peut être utilisé en français comme étant « chaise », puis en anglais, c'est « chair ». C'est pas tout à fait de la même chose. Alors, ordinateur, computer, c'est deux mots différents qui sont utilisés pour représenter la même image. Alors, ils doivent là, vraiment commencer très tôt à être plus flexibles. L'autre chose qu'on s'aperçoit, c'est que les enfants deviennent un petit peu plus conscients des sons, que les sons sont différents dans chacune des langues. Et ces habiletés-là vont être capables de se traduire quand c'est le temps d'aller à l'école. Parce que quand tu rentres à l'école puis tu apprends le langage écrit, lire puis écrire, il faut que tu sois conscient qu'il y a des différents sons qui ont différentes lettres, qui veulent dire différentes choses. Et il semble que des enfants qui sont exposés à plus d'une langue ont plus de flexibilité. Mais c'est pas tout. Même en termes d'adultes, ça peut être une façon de prévenir peut-être comme des maladies qui affectent l'agilité mentale. C'est une bonne façon de prévenir. Ça, c'est une bonne affaire parce que tu parlais de l'écriture. Là, j'ai pensé au parler, le langage, bouger la bouche, faire les sons. Mais là, une fois, parce qu'en français, des fois, le CH fait un son, tandis qu'en anglais, le CH, ça peut être comme character ou cha, là, ça fait les deux choses. Est-ce que avoir deux langues, ça peut avoir un retard dans la lecture et l'écriture?
Pas du tout. Puis c'est vraiment basé sur le fait qu'on veut d'abord s'assurer que l'enfant a une bonne base en langage oral. Alors, même si un enfant présentait un retard dans sa langue maternelle ou dans ses deux langues avec lesquelles il est exposé, on va vouloir garder les deux langues, mais on va vouloir beaucoup travailler dans la langue dominante pour donner le plus de soutien. Et il faut se rappeler que plus on maîtrise bien notre langage à la base, plus ça va être possible de le transférer au niveau du langage écrit. Alors, il n'y aurait pas là, d'hésitation là, par rapport à cet aspect-là. Là. Tellement intéressant. Merci beaucoup. Merci, on a toujours du plaisir quand on vient. On se sent à l'aise avec les décisions qu'on prend comme papa et maman. Oui. Super. Alors, on va se revoir dans un mois. Si vous voulez avoir des informations en surplus, vous savez, le site web, on l'a mis à l'écran. Premier mot avec un S, premier S, mot avec un S.ca. Alors, il y a toutes sortes d'informations. Il y a aussi des tests. Si jamais vous êtes inquiet ou pas certain du développement de votre enfant, ils ont sur le site web un test que vous pouvez écrire et soumettre. Un dépistage. Un dépistage, puis vous allez avoir de l'aide de premiers mots. Bon, nous allons prendre une petite pause. On continue avec une discussion, cette fois de livres, pour les jeunes et pour les moins jeunes, avec Marc Hennequin et Véronique Sylvain, des éditions David. Restez avec moi. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Marc Hennequin et Véronique Sylvain, des éditions David. Vous aussi, c'est votre première visite de cette nouvelle année. Ben oui, bonne année, ça commence bien. Vraiment. J'aime ça parce que quand vous venez, on a toujours une introduction à des nouvelles parutions, des choses qu'on trouverait peut-être pas toutes seules, nous-mêmes. Tandis que vous autres, vous les présentez, puis là, on a le goût d'aller les voir. Oui, là, on lance notre saison qu'on appelle hiver-printemps. Donc, puisqu'on a vraiment deux saisons, la saison d'automne qu'on présente habituellement, et donc là, on plonge dans une nouvelle saison. Alors, à ce temps-ci de l'année, il y a toujours des nouvelles choses c'est vraiment automne et hiver, plus ou moins? Oui, c'est plutôt automne. Il y a vraiment la grande rentrée littéraire, c'est plutôt à l'automne. Et là, on redémarre tranquillement. Et donc là, nous, on a un premier programme pour les premiers mois de l'année. Donc, on a 6 titres qu'on veut vous présenter aujourd'hui. J'ai hâte d'en entendre parler. Et comme tu disais tantôt, on a un roman, on a des romans pour ados, on a aussi de la poésie. Et on a même un essai qu'on va vous présenter qui est un petit peu plus savant, mais quand même qui est intéressant, je pense. Savant, OK, j'aime ça. Alors, on veut commencer avec celui-ci que j'ose même pas tenter de... Ça, c'est drôle parce que c'est mandarin. Voilà, justement, on parlait de mandarin. On parlait justement de mandarin avec Roxane. Oui, puis mon fils le dit, ce mot-là, puis là, j'essaie de penser, pourquoi il avait dit ça, mais là... Ça se prononce chié-chié. Ça veut dire merci, reconnaissance. Et c'est le nom d'un des personnages du roman. Pour vous donner un petit résumé, ça se passe en Chine et au début du roman, une jeune Anglaise, Rose, va en Chine rejoindre son conjoint
Raymond, qui est directeur d'une mine à Guilin, si je prononce bien. Guilin. OK. Et là-bas, Rose fait la rencontre de Chié-Chié, qui est la servante de Raymond. On suppose que c'est son prénom, mais on ne sait pas encore, on ne sait pas tout à fait. Peut-être Raymond lui a déjà posé la question, quel est ton nom? Et elle a répondu Chié-Chié. Bon, mais c'est le nom du personnage. Et Rose va se lier d'amitié, mais lier d'affection avec comme un peu maternelle? Plutôt au sens c'est qu'en fait, parce que Raymond, qui est venu donc, qui vient d'épouser Rose en Angleterre, mais lui est déjà là en Chine depuis quelque temps, et donc fait venir Rose, sa jeune mariée. Oui. Et quand Rose débarque du bateau, qui la dépose à Guilin, elle voit la servante Chié-Chié sur le quai. Et tout de suite, c'est le premier chapitre d'ailleurs, et tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. OK, alors c'est pas une jeune fille, là. Moi, je pensais que c'est une petite fille de 5 ans, là. Non, compris. Alors, c'est une jeune femme, compris, d'accord. Chié-Chié est la servante de Raymond, mais ça fait quelque temps qu'elle est au service de Raymond. OK. Enfin, donc, ce qui permet de comprendre un peu plus l'histoire après. Et donc, mais quand Rose arrive, vraiment, il y a quelque chose d'un peu électrique. OK. Déjà, elle est fascinée par Rose. Et, il y a quelque chose d'électrique. Voilà, parce que Rose est à la proue du bateau, et donc Chié-Chié la voit arriver. C'est quelque chose de très cinématographique. Oui. Et en même temps, Rose aperçoit cette jeune femme qui est à côté de son mari et est très intriguée. Et donc, il y a quelque chose qui va se développer entre les deux. Une amitié, mais aussi beaucoup de tendresse, c'est amoureuse. Super intéressant, j'adore ça. Oui. Et puis, dites-nous pas la fin. C'est en librairie depuis hier, justement. Ah, hier! Félicitations! Et ça, c'est Michel Dehaye? Oui, Michel, qui est une auteure du nord de l'Ontario, mais elle habite à Ottawa depuis plusieurs années. C'est son premier roman. Et on sent aussi qu'elle a beaucoup fait des recherches, elle a beaucoup voyagé en Chine aussi, donc on a l'impression d'y être en lisant le roman. Il faut peut-être dire un petit mot sur l'époque, parce que ça commence en 1934, donc c'est l'époque avant la guerre, voilà. Et donc c'est une période très, très turbulente en Chine, parce que c'est la fin de l'époque coloniale, là c'est les Anglais qui, dans le fond, ont colonisé, comme les autres Européens ont colonisé la Chine, et Raymond, le mari de Rose, exploite une mine avec comme une entreprise coloniale, avec des employés chinois. Oui. Et là, mais il y a une guerre civile qui fait rage en Chine. Il y a Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung qui sont en train déjà de combattre. Les forces communistes sont en marche. Et en plus, il y a les Japonais qui vont débarquer. Et ça va influencer énormément l'histoire. Alors, il y a de l'histoire dans ça aussi. Il y a une trame, il y a vraiment une trame historique qui est très riche, en fait. Et quand les Japonais vont arriver, je ne vais pas dévoiler la fin, le couple va... Il y a des choses. De décider de est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on laisse Chié-Chié ici. Donc, c'est un peu... est-ce qu'on l'amène ou est-ce qu'on l'amène pas? OK, super intéressant. Je mets ça de côté, j'aime ça, ce roman-là. OK, on ne veut pas manquer de temps. On veut passer de l'espace-temps dans la littérature périphérique du Canada. Oui, alors voilà. Donc là, on a changé un peu de registre. Alors, on parle d'un ouvrage savant. Donc, c'est dans une collection qui s'appelle Voix savantes. Donc, un ouvrage universitaire. Et c'est un collectif de textes sur la représentation de l'espace et du temps dans un certain nombre d'œuvres de la littérature francophone au Canada, mais on parle des littératures périphériques, donc ça peut être des littératures minoritaires, mais aussi des littératures marginales. Et vraiment, les auteurs s'intéressent à la représentation, donc, surtout du temps et de la relation entre l'espace et le temps. Et là, je ne veux pas faire un grand discours théorique, mais ce qui est intéressant, c'est que... on dit que souvent dans les petites littératures, les littératures minoritaires, comme étant la littérature franco-ontarienne, c'est souvent l'espace qui est mis en vedette. Les auteurs ont besoin de parler de l'espace, de situer leurs histoires dans un contexte, un territoire, alors que ce sont les grandes littératures qui parlent du temps. Les grandes épopées, mettons, 100 ans de solitude. Alors, donc là, les auteurs essaient de voir comment, en fait, même les littératures francophones au Canada réintroduisent la notion du temps en la liant à l'espace. Donc, on parle très peu de la relation entre l'espace et le temps, justement, dans la littérature. Voilà, donc il y a une douzaine de communications. Donc, c'est des textes quand même assez... je dis savants. Oui, alors c'est pour un apprentissage. Des gens qui s'intéressent à la littérature. Pourquoi pas? Puis les chercheurs, c'est des jeunes chercheurs, dont Ariane Brundelray, qui est doctorante à l'Université d'Ottawa en lettres françaises, Mathieu Simard, qui a justement fait des études sur l'œuvre de Patrice Desbiens, et lui est à Montréal, et Isabelle Kerouac à Moncton, qui s'intéresse beaucoup à l'espace nordique dans les littératures. Donc, ce sont 3 étudiants au doctorat qui ont coordonné, en fait, ce projet. C'est ça. Wow! Puis là, on a ça ici. J'aurai bientôt ton âge. Voilà.
Bon, ça, c'est le recueil de Michel Plou, c'est son tout récent recueil. Et ça part... Michel, justement, a été... poète du Parlement il y a quelques années, poète officiel du Parlement. Wow. Et donc, dans son dernier recueil, ça parle de la relation qu'il entretenait avec son père et son père qu'il a perdu assez jeune. Et donc, c'est tous ses souvenirs, cette période-là qui a suivi la mort de son père. Wow! Alors, ça doit être quand même assez lourd. En fait, non, c'est un poète qui est très lumineux, Michel Plot. Il y a toujours de l'espoir dans ses textes. Et son père, parce que je pense que son père est mort quand il avait 12 ans. Oui. Et lui, son père avait peut-être 60 à peu près. Et donc là, il va bientôt avoir l'âge que son père avait quand il est mort. D'où le titre « J'aurai bientôt ton âge ». Donc c'est beaucoup de références à cette relation très particulière qu'il avait avec son père et le goût de l'écriture que lui a donné son père. Parce que c'est souvent un thème qui revient dans sa poésie. Puis à l'époque, justement, il raconte qu'il n'avait pas vraiment de mots pour expliquer ça, mais c'est vers la poésie qu'il s'est tourné justement pour parler du deuil. De ce qu'il a vécu, de son expérience, puis aussi de relater les souvenirs qu'il a probablement de cette relation qu'il avait avec son papa. Je vous garde avec moi. On est loin d'avoir fini. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Alors, Véronique et Marc restent avec nous. Et à notre tour, on a 3 autres livres et peut-être que je tenterai de lire un petit extrait de celui-là. Ça a l'air trop beau. Alors, vous regardez entre nous. Bougez pas. Mais si son cours est long, le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts, à la vie, à la mort. Mais la brume est danse et danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marc Henquez et Véronique Sylvain des éditions David, toujours avec moi. Et puis, on parlait justement là, de « J'aurai bientôt ton âge ». Poète qui écrit par rapport à son père et comment il a vécu son décès à un très, très jeune âge. Puis ça vient d'apparaître ou ça apparaît bientôt? Ça apparaît en février. Là, OK. Fait que ça s'en vient là, dans pas longtemps. Là. Puis j'aime ça parce que je regardais un tout petit peu, puis le poète, d'habitude, moi, dans ma tête, c'est une page, mais on peut voir que ça suit un tout petit peu. C'est comme des poésies, mais qui suivent un tout petit peu. Des poèmes à plusieurs volets. J'aurais tout fait pour m'approcher de ta voix, trouver refuge dans une parole qui s'élèverait avec la mienne. C'est bon, on peut voir qu'il parle de quelque chose là, avec son père. Wow, super beau ça. Alors, j'aurai bientôt ton âge. Michel Plot, encore un écrivain d'ici? Non, c'est un écrivain de Québec, la région de Québec. Québec est souvent très présent dans son œuvre. C'est un poète qui a gagné le prix du gouverneur général du Canada et qui a été, comme disait Véronique, poète officiel du Parlement. Je savais même pas qu'on avait ça, un poète officiel du gouvernement, du Parlement. C'est un drôle de titre, parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui est nommé comme ça pour une période de 2 ans, mais qui joue pas un rôle officiel. Il écrit pas des poèmes à tous les jours, là? Au Premier ministre. OK, on n'a pas besoin de faire ça. C'est un ambassadeur de la poésie à travers le Canada. Ah, j'aime ça. Super. Mais là, on a 3 autres titres qu'on veut mentionner. Alors, Otage de la nature, c'est ça? Oui, c'est de Daniel Marchildon. Daniel, c'est un auteur de Penetanguishene, dans la région de La Fontaine, en Huronie.
C'est un roman pour adolescents. Et Daniel écrit autant pour les jeunes que pour les adultes. De l'image, on dirait là, que ça a l'air un policier, un drame policier. Il y a une dimension policière. Okay. Donc, c'est il y a Fleur Monag, c'est une auteure, compositrice, interprète d'origine Anishinaabe. Elle retourne dans le nord de l'Ontario avec son fils pour participer à un spectacle, un concert bénéfice pour les écoles. Parce qu'il y a une bataille, il y a une dune sacrée dans une forêt qui est sacrée pour les autochtones, qui est menacée par un projet de déboisement. C'est ça. Et donc, il y a des écologistes qui organisent un spectacle bénéfice. Et ils invitent une ancienne auteure-compositrice, comme disait Véronique, Fleur Monag, pour participer à un concert. D'accord. Mais les choses dérapent. Les militants prennent le dessus et en fait, ils font déraper le concert. Et là, Fleur Monag et son fils, qu'elle a amené avec lui, Alex, sont obligés de partir. Et ils trouvent un refuge dans un chalet. Une villégiature, voilà. Et, mais le propriétaire de ce chalet est lui-même un activiste d'écolo. Et donc, ça va. Enfin, donc, il y a toute une histoire qui. Là, je ne vais pas dévoiler le punch. Non. Mais tu sais, donc, il parle beaucoup de l'univers autochtone. C'est ça. On dit que d'où le titre, il y a un peu une prise d'otage, mais tu sais. Oui. Super intéressant. Donc, ça vire au drame policier, ça. OK. Alors, parfait pour les adolescents. Alors, beaucoup de suspense. Ensuite, on a La rançon d'Atahualpa. Ça, on est toujours dans notre collection 14-18 pour ados. Ça, c'est une auteure. L'auteure s'appelle Karen Olsen et elle est dans l'ouest du Canada. Elle habite à Kelowna, en Colombie-Britannique. Et mais c'est une histoire qui ne se déroule pas là, mais qui se déroule au Pérou. En fait, c'est son personnage qui s'appelle Élise, qui avait déjà été le personnage central de Élise et Beethoven, qui revient dans cette histoire. Ah, ça c'est le fun. Moi j'aime ça. Publié dans la collection. C'est le fun parce que souvent quand on aime un livre, on veut pas le décès, la fin si on veut d'un personnage. On aime ça savoir qu'est-ce qui se passe après. Alors est-ce que ça suit un peu ce qu'elle a fait avant ou c'est juste un personnage dans une nouvelle histoire? Non, de fait, Élise et ses deux amis se retrouvent à un voyage scolaire au Pérou. Et là, c'est un voyage très bien. Enfin, il y a une semaine qui est prévue. Ils vont au Machu Picchu, un peu partout, elle est morte et ainsi de suite. Mais il y a le méchant docteur qu'ils avaient réussi à faire emprisonner dans le premier roman, qui est là aussi et qui les a retrouvés. Et qui était à la recherche du trésor, un trésor Inca, le trésor d'Atahualpa, qui était le dernier prince Inca. Et alors donc voilà, il y a toute cette intrigue, mais il y a aussi tout le décor, le Pérou donc on fait aussi du tourisme, et puis il y a évidemment cette aventure, et on devine que Élise et ses amis vont réussir à contrecarrer les plans super élégant. Alors encore un autre suspense un tout petit peu si on veut, là, j'aime ça. Ensuite, retour aux cendres roses. Oui, ça ici c'est de la poésie, mais du haïku. Faut dire qu'on publie, on a une petite niche aux éditions David Ça veut dire quoi, haïku? Écoute, c'est un genre de poésie brève. C'est des poèmes qui ont 3 vers. Et à l'origine, même les poèmes classiques, le haïku, avaient 5, 7 et 5 pieds. Donc c'est une forme de poésie japonaise. Mais qui a été exportée, qui a été adaptée et récupérée, disons, par l'Occident. Donc au Canada, il y a une forte... Oui, nous aux éditions David, la collection de haïkus qu'on publie, elle est unique en Amérique du Nord. Puis on a aussi des bonnes collaborations avec des haïkistes en France, un peu partout en Europe. Et donc ça, c'est une collection qu'on aime beaucoup aussi, qui est dirigée par Bertrand Naillet. Ce recueil, c'est de Nanne Cousier, c'est une auteure d'origine qui est française, et ça parle beaucoup d'un retour aux origines, un retour aux sources. On parle aussi du deuil, un retour aux saisons, de la nostalgie aussi, mais nostalgie, mais pas nécessairement la nostalgie de façon négative. Donc, il y a aussi la lumière là-dedans, donc des thèmes comme la quotidierneté, des thèmes de la vie, quoi. En poésie, en format poésie plus ou moins. Puis lui n'est pas encore paru, donc on va apparaître au mois de mars, mais quand on reviendra, là, on pourra les apporter. Oui, parce que on pourra faire des lectures. Voilà. Puis je pourrais m'informer davantage parce que je connais très peu. En tout cas, je connaissais pas ce mot-là, pas de cette façon en fait de poésie. Vous savez, on parle de tous ces livres-là. Tous des livres francophones, en français. Souvent, les gens disent « Où je trouve ça encore? Où je trouve ça, tous ces livres en français? » On a des librairies ici à Ottawa. La librairie francophone, la librairie du Soleil à Ottawa, à Gatineau, librairie Le Coin du Livre, la librairie Le Centre.
Le centre, c'est sur la rue Donald, le coin du Livre sur le chemin Cirville, voilà. Oui. Et puis évidemment les Librairies du Soleil en plein dans le marché, sur la rue Georges. Oui. Et ces librairies-là ont généralement nos livres, du moins les plus récents, mais aussi on peut leur demander également des livres du fond. Donc plutôt que de commander par Internet, d'aller faire des achats en ligne, c'est vrai que c'est commode, mais quand même c'est plus intéressant d'aller bouquiner dans une librairie, de voir un peu qu'est-ce qui est sorti. Et ça m'est souvent arrivé d'aller à la librairie du Soleil qui se trouve sur la rue Cirville, parce que moi c'est un peu dans mon coin. Puis s'ils l'ont pas, ils le commandent pour moi. Ça m'est déjà arrivé. C'est-tu le coin du livre sur la rue Cirville? Le coin du livre. Ils l'ont commandé pour moi, puis je suis allée chercher là-bas. C'était très pratique. Puis une fois que tu rentres dans une librairie, c'est dur de sortir avec juste un livre, parce qu'il y a tellement des belles choses. Puis les gens ne savent pas, parfois ils disent bon, c'est pas en librairie, je vais l'acheter moi-même en ligne, mais le libraire peut le commander directement pour eux, pour qu'on puisse l'avoir. Donc nous, on souhaite beaucoup travailler avec eux, avec ces librairies-là, pour faire des choses ensemble. On a besoin les uns des autres. Absolument. Écoute, je vous remercie. J'invite tous les gens à la maison d'aller voir éditiondavid.com si on cherche des informations en surplus. Et puis, dans un mois, on va se reparler encore. Peut-être qu'il y aura d'autres choses toutes neuves à se présenter. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, j'ai un grand remerciement à faire pour les gens ici de l'équipe Rogers. Bougez pas. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Le droit a été fondé pour les Franco-Ontariens, pour nous faire survivre. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, moi, défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. À ma vie, mon assiette, cette semaine, on parle d'activités en plein air avec Marie-Christine Bédard et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Les ondes de TV Rogers. Petit rappel, alors, pour les informations au sujet du spectacle de marionnettes Charlie dans le désert, vous pouvez aller voir mifo.ca ou bien le site web du Centre Schenkmin. Ensuite, orthophoniste Premier Mot, alors c'est premiermot.ca et éditiondavid.com, à savoir des informations d'extra, si on veut, au sujet des nouvelles parutions et même des choses qui sont déjà disponibles tout de suite, si jamais vous voulez savoir où on peut les retrouver. Petite annonce. Semblerait-il que dès midi aujourd'hui, le canal sera ouvert en entier, donc le 7,8 km du début à la fin. Alors profitez-en, parce que je crois qu'il va faire beau en fin de semaine, il va peut-être refermer. Et puis moi, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier tous nos bénévoles. Vous savez, on a eu une équipe du tonnerre depuis le mois de septembre. Tous les gens qui m'aident tous les jours, là, à la régie, dans les caméras, les liaisons avec les invités. Alors, ce sont des jeunes élèves, des étudiants qui font un projet coop et qui viennent à tous les jours ou presque participer à notre émission, donnent de leur temps et de l'amour à ce qu'ils ont fait. Alors puis moi, c'est à mon tour de leur redonner mon amour. J'ai apprécié tout ce que vous avez fait pour nous depuis le mois de septembre. On va vous manquer, ça n'a pas d'allure. Mais on aura une toute nouvelle équipe qui commence la semaine prochaine. Alors ce sera intéressant de rencontrer du nouveau monde. Alors je vous souhaite énormément de succès dans tout ce que vous allez entreprendre d'ici le futur. Vous avez tellement de talent. Puis demain, une d'entre elles co-animera avec moi. On va lui donner une chance de travailler devant la caméra au lieu de derrière. On se voit demain. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est